Vous avez deviné le texte que je vais vous interpréter. À l'heure où les Iraniennes perdent la vie pour une mèche de cheveux, où la jeunesse iranienne aspire à la démocratie, ces événements font remonter une page de notre histoire. Pas si loin de nous, où quelques ultra-patriotes, pour ne pas être mal polis, ont jugé bon de stigmatiser quelques femmes qui, par faiblesse, ou tout simplement par amour, avaient succombé au charme de l'occupant. 20 ans après, Georges Brassens leur adresse un message plein d'empathie, l'attendu. La belle qui couchait avec le roi de Prusse. Avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne, Rasibus, le crâne Rasibus. Son penchant prononcé pour les Ischlibedisch, lui valait de porter quelques cheveux postiches. Quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes, et les bonnets phrygiens, ont livré sa crinière à un tondeur de chien. À un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu, parti pour sa toison. Parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon. Pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur. Du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en 4 m'ont fait peur. En 4 m'ont fait peur. Quand, pire qu'une brosse, elle eût été tendue, j'ai dit, c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus. Ces accroche-cœurs perdus. Et, ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, je l'ai, comme une fleur, mis à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur. J'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi. C'est un accroche-cœur. Je sais pas si vous voulez un hommage. Qui avait lu, Paul avait lu. Mais on voit pas C'est difficile. Il a lu des textes l'année dernière, Shakespeare, en anglais. Peut-être que vous le rappelez, To be or not to be. Alors, malheureusement, il est décédé en juin lui-même. Et donc, Michel a proposé que je lis un texte pour honorer sa mémoire. Et donc, j'ai choisi 2 poèmes courts qui sont, on peut dire aussi, prémonitions. Écrits il y a 2 ans. Et il est écrit évidemment en anglais, et moi je l'ai traduit. Voilà. Le temps tourne à nouveau. Mais de quel côté? Chaque croisement de T, chaque point sur le I, est un pas vers le haut, ou est-ce vers le bas? Quel est le meilleur chemin? Qui peut dire? Qui peut le dire jusqu'après les faits? Mais à la fin, est-ce le début ou le début de la fin? Un cercle qui tourne sans cesse. Mais dans quel sens? Est-ce à gauche ou à droite? L'hélice, la spirale? Est-ce que ça monte ou ça descend? Vos pieds touchent-ils le sol? Ou votre tête est-elle dans les nuages? De quel côté est-ce?
de tel côté. Comment cela doit-il être? Est-ce la fin de ton être ou le début de ton commencement? Espérons-le. Espérons. Esp. Et le deuxième est rêve. Les souvenirs dérivent comme des rêves oubliés. Certains ne sont pas des oubliés, certains ne sont pas des rêves. Ils sont tous réels, d'une manière ou d'une autre. Ils s'alignent comme de bons soldats, certains au repos, d'autres au garde à vous. Tous sont encore debout, attendant l'ordre. Par la gauche, marche rapide. Et nous partons, enfants impatients qui pétinent le sol, se retournent à droite. Enfin, une douce cour, le sourire aux lèvres. Et halt! Gauche et stop, droite et trépine. Les pieds s'arrêtent. À l'intérieur, le mouvement continue. On avance, on avance, on avance à travers le sombre tunnel que nous traversons. L'éternité est un long moment, mais elle a une fin, comme toutes les bonnes choses doivent le faire. La vie continue quand même. Peut-être pas comme vous la connaissiez, sous une forme ou une autre. Elle continue. Elle continue. Moi aussi. Et vous aussi. Moi aussi. Et vous aussi. Dans le temps. Le temps précieux de la maturité. J'ai compté mes années et j'ai découvert qu'à partir de maintenant, j'ai moins de temps à vivre que ce que j'ai vécu. Je me sens comme ce petit garçon qui a gagné un paquet de friandises. Il mangea avec plaisir la première. Mais quand il... Je reprends. Il mangea avec plaisir la première, mais quand il s'aperçut qu'il lui en restait peu, il commença réellement à les savourer plus profondément. Je n'ai plus de temps pour des réunions sans fin, où nous discutons des lois, des règles, des procédures et des règlements, en sachant que cela n'aboutira à rien. Je n'ai plus de temps à supporter des gens stupides, qui, malgré leur âge chronologique, n'ont pas encore grandi. Je n'ai plus le temps pour faire face à la médiocrité. Je ne veux plus assister à des réunions où défilent des égos démesurés. Je ne tolère plus les manipulateurs et les opportunistes. Je suis mal à l'aise avec les jaloux qui cherchent à nuire aux plus capables, d'usurper leur place, leur talent et même leur réalisation. Je déteste assister aux effets pervers qu'engendre la lutte pour un poste de haut rang où les gens ne discutent pas du contenu, mais seulement des titres. Moi, mon temps est trop précieux pour discuter des titres. Je veux l'essentiel. Mon âme est dans l'urgence. Il y a de moins en moins de friandises dans le paquet. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent rire même de leurs erreurs, qui ne se gonflent pas de leurs triomphes, qui ne se sentent pas élus avant l'heure, qui ne fuient pas leurs responsabilités, qui défendent la dignité humaine et qui veulent marcher à côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce que tu fais pour que la vie en vaille la peine. Je veux m'entourer de gens qui peuvent toucher le cœur des autres. Des gens à qui les coups durs de la vie leur ont appris à grandir avec de la douceur dans l'âme. Oui, je suis pressée de vivre avec l'intensité que la maturité peut m'apporter.
Et j'ai l'intention de ne pas perdre une seule partie des friandises qui me restent. Je suis sûre qu'elles seront plus exquises que toutes celles que j'ai mangées jusqu'à présent. Mon objectif est d'être enfin satisfait, en paix avec mes proches et ma conscience. Et j'espère que la vôtre sera de même, parce que de toute façon, vous y arriverez à la maturité. Oui, c'est un poème de Louis Aragon qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Le voyage de Hollande et autres poèmes. Bien sûr, peut-être certains connaîtront la version chantée. Beaucoup de poèmes d'Aragon ont été chantés, mis en musique par Léo Ferré, Catherine Sauvage et d'autres. Ferrat pour celui-ci, en tout cas, oui. Effectivement, bon, vous allez reconnaître quelques thèmes de saison. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour, tu passes à la frontière. D'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt, là, sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes. La nuit, plus longtemps, nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance, et sur le toit même d'antan tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte. Le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux? Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Continua, ja trobaré. Tothom entén el català? Sigueu en là, sisplau. Qui entén el català? Qui comprend le català? Ça me permet d'avoir une idée. Si tu traduis, on est capable de répondre. Il se trouve que j'ai trouvé une fable en prose de La Fontaine, en catalan, Le corbeau et le renard, El corb i la guineu. La moralité est toujours la même, hein. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, El corb i la guineu, le corbeau i el renard. Era l'estiu i el sol escalfava els camps, mentre una suau brisa feia que l'ambient fos agradable. Hi havia un corb que a més estava especialment content. Havia robat un tros de formatge d'una granja veïna i l'esperava un gran banquet. No gaire lluny d'allà hi havia una guineu que buscava alguna cosa de menjar, ja que tenia tanta gana que el seu estómac semblava que roncava. Però de cop va veure com
a les branques d'un arbre hi havia un corp amb un tros de formatge gegant, tot content. A la guineu, immediatament se li va fer la boca aigua, veient el tros de formatge, i va començar a rumiar la millor manera de prendre-li. I com que la gana agudís l'enginy, se li va ocórrer ràpidament una idea, així que es va dirigir cap al corp i li va començar a dir: «Molt bon dia, senyor corp! He vingut de terres molt llunyanes a escoltar el seu magnífic cant, ja que m'han dit que la seva melòdica veu ningú l'iguala». El corp va mirar-se la guineu amb els ulls cada cop més vanitosos. Obrir el bec, el tros de formatge que hi duia va caure directament on era la guineu, que no va perdre temps a endur-se'l a un lloc més tranquil i menjar-se'l, mentre reia del corp per vanitós. Però el corp va aprendre la lliçó. Més val no fer cas d'aquell que afalaga sense cap motiu concret. Bon, je vais peindre la mer rouge en bleu, la mer noire en rose et m'y baigner, et la mer morte en vie. Je vais peindre le désert en fleurs, les arroser. Je vais peindre à grands coups de pinceau, couleur de feu et d'arc-en-ciel, couleur du vol de l'aigle, couleur de saut de biche. Je vais peindre la mer rouge en bleu, et elle est bleue. Je vais mettre la lumière dans les yeux, et les voilà qui s'illuminent. Bon, je vais continuer à peindre à grands coups de lumière, et la mer rouge est bleue. Je rentre à la maison, je ferme la fenêtre. On apporte la lampe, on me souhaite bonne nuit. Et en même temps, je réponds bonne nuit. Plût au ciel que ma vie fût toujours cette chose. Le jour ensoleillé ou suave de pluie, ou bien tempétueux comme si le monde allait finir. La soirée douce et les groupes qui passent, observer avec intérêt de la fenêtre, le dernier coup d'œil amical jeté sur les arbres en paix, et puis fermer la fenêtre et la lampe allumée, sans rien lire, sans penser à rien, sans dormir, sentir la vie couler en moi comme un fleuve en son lit, et au dehors, un grand silence, ainsi qu'un Dieu qui dort. Hugues de Saxe, un texte du XIIe siècle, c'était un moine. Donc je vous le lis en français, pas en ancien français ni en latin. Quelle est donc cette douceur qui parfois, lorsque je songe à mon amour, se met à me toucher et m'attache avec tant de véhémence et tant de suavité? C'est comme si j'allais m'être enlevée à moi-même pour être ravie je ne sais où. Soudain, je me trouve nouvelle et toute changée. Et voici que je me mets à me sentir bien, au-delà de ce que je saurais en dire. Ma conscience se réjouit. J'oublie la peine de toutes mes misères passées. Mon esprit exulte. Mon intelligence s'éclaire. Mon cœur s'illumine. Mes désirs sont pleins de gaieté. Je me vois alors ailleurs, sans savoir où. Comme si je tenais quelqu'un en moi dans les étreintes de l'amour. Et que je m'efforçais de toutes mes forces de le retenir pour toujours. Et de ne jamais le perdre. Est-ce lui, mon bien-aimé? Dis-le-moi, je t'en prie, pour que je sache si c'est lui, pour que, s'il vient de nouveau, je le supplie de ne pas se retirer, mais de demeurer toujours. En vérité, c'est lui. C'est ton bien-aimé qui te visite. Mais il vient invisible.
Il vient caché. Il vient insaisissable. Il vient pour te toucher, mais non pour être vu de toi. Il vient pour t'avertir, mais non pour être saisi par toi. Il vient non pas pour se donner totalement, mais pour s'offrir en avant-goût. Non pour combler le désir, mais pour provoquer ton attachement. Voilà. Écrit au XIIe siècle par un moine. J'ai trouvé ça comme ça. Où est-ce qu'il est? Alors on parle haut et fort, hein, pour que tout le monde entende au fond. Hein. Avoir et être. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez, comme un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux, avoir et être, qui étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien qu'opposés de caractère, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire était singulière. Mais ces deux frères étaient bien rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être, c'est bien fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro, alors qu'être, toujours en manque, souffrait beaucoup de son ego. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes, en avoir, en liquidité, pendant qu'être, un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. En revanche, être, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe affaires, il met tous ses titres à l'abri, alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est tout intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour, à force de chimères, pour parvenir à un accord, entre verbes, ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et, pour ne pas perdre la face, au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être, parce qu'être, c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. D'accord. Alors, une petite explication, parce que la Santa Espina est connue comme un des hymnes patriotiques de la Catalogne, et pour cette raison, bien sûr, Franco l'interdit quand il eut la victoire en Espagne. Alors, à la suite de ça, Aragon écrivit un texte, un poème, qui s'appelle aussi Santa Espina, et qui évoque cette interdiction d'une certaine façon. Donc nous allons vous lire d'abord la chanson, les textes de la Sardane, puisque nous ne chantons pas, en catalan et en français, et ensuite je lirai le poème d'Aragon qui s'y relie. Attendez, excusez, je mets les lunettes. La Santa Espina. Som i serem gent catalana,
tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Nous sommes et nous serons le peuple catalan, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a pas de terre plus prospère sous le manteau du soleil. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava al seu pas. Canta la terra encara, en terra, i canta, que cantaràs. Dieu est passé ici au printemps et tout chantait sous ses pas. La terre entière chante encore et elle chante ce que tu chanteras. Canta l'ocell, el riu, la planta, canten la lluna i el sol. I tot treballant, la dona canta, i canta al peu del bressol. Et du fond de la terre, le passé jamais passé chante, et jour et nuit, de mont en mont, comme le reste, Montserrat chante. I canta a dintre de la terra el passat, ja mai passat, i jorns i nits de serra en serra, com tot canta el Montserrat. Nous sommes et nous serons le peuple catalan, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a pas de terre plus prospère sous le manteau du soleil. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Vous avez compris qu'on a interdit. Alors, donc, le texte d'Aragon est donc une réaction à l'interdiction de la Santa Espina par Franco. Il l'a écrit dans les mois qui suivaient et il l'a publié dans un recueil clandestin pendant l'occupation, un recueil clandestin qui s'appelle Le Crève-Cœur. Donc le titre, c'est aussi La Santa Espina. Je me souviens d'un air qu'on ne pouvait entendre sans que le cœur battît et le sang fût en feu. Je me souviens d'un air pareil à l'air du large, d'un air pareil au cri des oiseaux migrateurs, un air dont le sanglot semble porter en marge la revanche de celle des mers sur leurs dompteurs. Je me souviens d'un air que l'on sifflait dans l'ombre, dans les temps sans soleil ni chevaliers errants, quand l'enfance pleurait et dans les catacombes rêvait un peuple pur à la mort des tyrans. Il portait dans son nom les épines sacrées qui font au front d'un dieu ses larmes de couleur, et le chant dans la chair comme une barque ancrée ravivait sa blessure et rouvrait sa douleur. Sans que le feu reprît comme un cœur sous la cendre, et l'on savait enfin pourquoi le ciel est bleu. Personne n'eût osé lui donner des paroles à cet air fredonnant tous les mots interdits. Univers ravagé d'anciennes véroles, il était ton espoir, et tes 4 jeudis. Je cherche vainement ces phrases déchirantes, mais la terre n'a plus que des pleurs d'opéra. Il manque, au souvenir de ces eaux murmurantes, l'appel de source en source au soir des ténoras. Ô Sainte-Épine, recommence, on t'écoutait debout jadis, t'en souviens-tu? Qui saurait aujourd'hui rénover ta romance, rendre la voix au bois chanteur qui se chante? Je veux croire qu'il est encore des musiques au cœur mystérieux du pays que voilà. Les muets parleront et les paralytiques marcheront un beau jour au son de la cobla. Et l'on verra tomber du front du Fils de l'homme la couronne de sang symbole du malheur. Et l'homme chantera tout haut cette fois, comme si la vie était belle et l'aubépine en fleurs. Irène Sola, Philippe Bernadou va nous lire un extrait de Je chante et la montagne danse. La montagne danse. Irène Sola est une jeune auteure. Elle a publié ce livre, elle avait 29 ans. Catalane espagnole du Sud. Et elle est poète, elle est cinéaste, elle a
beaucoup de talent. Elle a écrit dans ce livre de très beaux passages sur la poésie. Mais aujourd'hui, là, je vais vous lire il y a plusieurs intervenants, et là, c'est un randonneur qui parle. Cela traite de la permanence des choses dans les Pyrénées, des gens, du temps, bien que le roman se passe de nos jours. Ici, en haut, le temps a une autre consistance. C'est comme si les heures ne pesaient pas pareil, comme si les jours ne duraient pas pareil, comme s'ils n'avaient pas la même couleur, le même goût. Ici, le temps est fait d'une autre pâte, il a une autre valeur. Un soleil jaune et matinal se glisse entre les feuilles, et j'entends le torrent couler joyeusement. Quand je quitte le sentier humide et creux, et que je commence à grimper, je vois quelques maisons éparpillées au loin, sur les pentes, et les montagnes, là-bas au fond, peut-être déjà la France, et Espinaveil, tout au bout, et mon Dieu, quel paysage, et quelle montagne nous avons. Nous devrions en être tellement fiers, et parfois là-bas, tous entassés à Barcelone, nous les oublions. Fichtrement belles, à en faire mal aux yeux. Il faut monter ici à l'automne, quand les crêtes se parent de toutes les couleurs, et rouges, et marrons, et couleurs de museaux de vaches des Pyrénées, et ocre, et orange, et grenat, et des couleurs que tu n'avais jamais vues auparavant, avec un soleil qui est jaune, comme un jaune d'œuf. Ce que j'aime me promener dans la montagne, ce que j'aime ça. Quelle émotion! Voir des vaches et des sommets. Et là-bas, au fond, le Canigou. Quel spectacle! Comme ça remplit le cœur. J'arrive au village, et le village est beau comme une carte postale, avec cette église romane, carrée, massive, seigneuriale. Le soleil chauffe déjà, et je continue à monter. L'église à ma droite, les premières maisons à ma gauche. Il y a 2 chevaux, un marron et un blanc, dans un enclos, juste à l'entrée, comme si c'était un village d'il y a 1000 ans. J'arrache une poignée d'herbe et je m'approche de la clôture pour essayer de les attirer, mais ils ne me prêtent aucune attention. Ils sont superbes, larges, avec des pattes vaillantes et des coups de taureau, des chevaux des Pyrénées. Heureux hasard. Voilà. C'est pas le titre. C'est le titre Je chante pour passer le temps. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content, à lancer cailloux sur les temps. Je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil. J'ai vécu le jour des merveilles. Allons, que ses doigts se dénouent comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous, et l'alouette à nos genoux. Allons, que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune. Nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure, où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. Et j'en dirai, oui, pour passer le temps je chante, au violon s'use l'archer, la pierre au jeu des ricochets, et comme un amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps je chante pour passer le temps. Bien avant. Et donc voilà un texte de Montesquieu dans les lettres persanes. Voilà, alors il s'agit donc de 2 persans qui sont en visite à Paris et en Europe
et qui communique par lettres à d'autres personnes qui sont bien sûr en Perse, et ils s'étonnent de tout ce qui se passe à Paris. Alors, j'en ai mis des extraits. Au départ, ils se disent « C'est une grande question parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de leur laisser. » Et là, ils donnent plein d'exemples. Chez nous, elles sont dociles dans un harem. À Paris, ils constatent qu'elles font un peu ce qu'elles veulent, mais qu'elles sont volages, et par conséquent, les maris aussi. Alors, c'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non, me disait l'autre jour un philosophe très galant. La nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie. Elles nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous et par conséquent plus d'humanité et de raison. Les avantages qui devaient sans doute leur donner la supériorité, si nous avions été raisonnables, la leur ont fait perdre, parce que nous ne le sommes point. Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Est-ce que parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaiblis, et nous verrons si nous sommes les plus forts. Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs, chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari. Elle fut établie par une loi chez les Égyptiens en l'honneur d'Isis, et chez les Babyloniens en l'honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu'ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. Je ne parle point des Sauromates, qui étaient véritablement dans la servitude de ce sexe. Ils étaient trop barbares pour que leur exemple puisse être cité. Tu vois, mon cher Ibn, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question et a réglé les droits de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doivent honorer leur mari. Leurs maris les doivent honorer, mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles. Alors, Roger Carino, c'est un artiste qui illustra pendant 10 ans comme artiste visuel, il s'illustra, pardon, comme artiste visuel au Crazy Horse Salon. Il partagea les planches du café-théâtre à la Vieille Grille avec Bernard Haller, Rufus et Zouk dans les années 60. Ça, c'est donc l'auteur de ce fameux texte. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule sur les côtés. Il faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, elle s'incline. Ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe. Le pain s'écrase entre les doigts, ça ricoche et puis ça retombe, ça, côté collant, ça va de soi. Au moment de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements.
Plus on essuie, plus on allonge. Plus on flotte, plus on frotte, et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron, ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière. De retour, on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère. Pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la rhubarbe, on l'ingurgite goulûment. La confiture, on la chaparde. On l'aime clandestinement. Puis un jour, on est bien en place. On mène la vie de château, dans les avions, dans les palaces. On vous porte sur un plateau de la confiture qui dégouline, qui coule et coule entre les doigts, etc. Je connais le français, un peu gaulois, beaucoup latin, certes. Un peu plus fort. Un peu fort. Je connais le français, un peu gaulois, beaucoup latin, certes. C'est ma langue la plus familière. Je parle avec, je pense avec, je rêve avec, mais avec mon accent, le français au parfum catalan. Car j'ai connu la langue caressante de ma petite enfance, le catalan roussillonné de mon arrière-grand-père, aveugle et tout courbé. Granette, me sont fait mal, spille. Oui, elle m'a pipi au petit, tant petite, tant bonique, tant maniaque. Bien meki, cour de guille, cour de cas, toute ce ragourite de main. C'était si tendre, si savoureux ce catalan. Plus tard, obligé d'étudier le latin, langue morte, guerre des Gaules, déclinaison tacite, suétonne, seule une petite histoire enfantine, une histoire de crèche, le fait vivre encore dans ma mémoire. On y trouve un coq, un bœuf, un agneau et un âne. Christus natus est, Christus natus est, ubi, ubi, Bethléem, Bethléem, eamus, eamus. C'est le latin le moins académique qui soit, vous en conviendrez. Il est une autre langue ancienne mais éclatante de vigueur, une langue qui m'a résisté, sauf par les chansons. Et quelles chansons! Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, ou bien Shel zahav v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirair ani kinor. Rude et brûlante langue. Chaque langue a son parfum. J'ai connu aussi la langue de Shakespeare, d'un parfum si subtil. Elle a embaumé toute ma carrière. Grave, intime, retenue, intense. Écoutez Faust en vieil anglais. Ah, Faustus, now hast thou but one hour to live, and then thou must be damned perpetually. Stand still, you ever-moving spheres of heaven, that time may cease and midnight never come. Près de 50 ans que je connais ce texte. Il y a eu les Beatles, Yesterday, All My Troubles Seemed So Far Away, les pauvres cow-boys solitaires, le vieux Joe, tous les négros spirituels, les discours, Churchill, Martin Luther King, I Had a Dream. Et en parlant de rêve, j'ai aussi fréquenté une autre langue, confidentielle, un peu rétro, mais chantante et douce. La langue de l'espoir du petit docteur de Bialystok. Nur recte, courage cae ne flanquigiante ni iru la voion celitan. Ec guto malgranda constante frappanta traboras la rocon granitan. Ni semas cae semas, neniam lacigas, bril tempoi estontai pensante. 100 semoi perdigas, 1000 semoi perdigas, ni semas cae semas constante. Si simple, un peu naïf, attachant. Oui, chaque langue a son parfum. Mais comment éviter la fougue de l'Espagne? Une langue aux senteurs si violentes, excessives. Huye luna, 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 cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Langue proche et sauvage à la fois. Oui, chaque langue a son parfum. Voilà donc les 7 langues que j'ai connues. Mais j'en pratique bien d'autres, savez-vous, que pour ma part je manie avec bien plus de maladresse encore. La poésie est une langue. Le rire et les larmes, le geste, la prière et le silence. Et le silence, c'est la belle langue. Difficile silence. Et vous allez voir que les femmes avaient un grand pouvoir. C'est pas exactement le pouvoir que les femmes réclament à l'heure actuelle. Lorsque j'arrivais en France, je trouvais le feu roi absolument gouverné par les femmes. Et cependant, dans l'âge où il était, je crois que c'était le monarque de la terre qui en avait le moins besoin. J'entendis un jour une femme qui disait « Il faut que l'on fasse quelque chose pour ce jeune colonel. Sa valeur méconnue, j'en parlerai au ministre. » Une autre disait « Il est surprenant que ce jeune abbé ait été oublié. Il faut qu'il soit évêque. Il est homme de naissance et je pourrais répondre de ses mœurs. » Il ne faut pourtant que tu t'imagines que celles qui tenaient ces discours fussent des favorites du prince. Elles ne lui avaient peut-être pas parlé 2 fois en leur vie. Chose pourtant très facile à faire chez les princes européens. Mais c'est qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la cour dans Paris ou dans les provinces qui n'ait une femme par les mains de laquelle passent toutes les grâces et quelquefois les injustices qu'il peut faire. Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres et forment une espèce de république, dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement. C'est comme un nouvel État dans l'État. Et celui qui est à la cour à Paris, dans les provinces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des prélats, s'il ne connaît pas les femmes qui les gouvernent, est comme un homme qui voit bien une machine qui joue, mais qui n'en connaît point les ressorts. Crois-tu, Ibn, qu'une femme s'avise d'être la maîtresse d'un ministre pour coucher avec lui? Quelle idée! C'est pour lui présenter 5 ou 6 placés tous les matins, et la bonté de leur naturel paraît dans l'empressement qu'elles ont de faire du bien à une infinité de gens malheureux qui leur procurent 100 000 livres de rente. On se plaint en Perse de ce que le royaume est gouverné par 2 ou 3 femmes. C'est bien pis en France, où les femmes en général gouvernent et non seulement prennent en gros, mais même se partagent en détail toute l'autorité. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain, je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien, comme il va l'amble, tout ce qu'il a de temps humain. Nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Seconde quinzaine de décembre, j'ai choisi d'écrire pour ce soir un texte sur le thème des vœux de fin d'année. Le titre est « Des vœux encore cette année ». 2, 0, 2,
3. Je sens que j'ai un peu froid. Normal, les jours sont si courts fin décembre. Et puis, un an de plus s'apprête à peser sur mes épaules. Je les ai subis déjà, ces 12 derniers mois, en fardeau dans mes bras. 2023, 2023, entendez-vous le corbeau qui croasse? 2023, qui donc y croit? Au mieux, le monde est ébranlé, au pire, le mur est bien en face et on y va tout droit. Quels sens sont donc des bons vœux pour un futur par trop fâcheux, racorni, sourcilleux? Donc, il fait plutôt froid quand je regarde vers 2023. Et pourtant tout autour, quelle belle lumière, plein de petits bonheurs, de grands enchantements, des êtres pleins d'ardeur pour un monde meilleur, les amis très présents, les proches qu'on aime tant, suscitent l'espoir du soir, la pêche du matin, l'envie de continuer tout au long des journées. Des raisons d'entrevoir un heureux nouvel an, une bonne chaleur que tout d'un coup je sens, j'en oublie les frissons que j'avais tout à l'heure. D'où mes vœux, tous mes vœux, encore cette fois. Une belle 2023, c'est comme une promesse. Une belle 2023, je l'énonce et j'y crois.